Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Vous êtes-vous déjà arrêté, vraiment arrêté, pour vous demander si tout ce qu'on vous a enseigné sur la croissance personnelle était être incomplet? Pas faux, non, incomplet. Cette distinction est essentielle, car il existe une vérité que la plupart des approches du développement personnel n'osent pas toucher. Une vérité qui dérange précisément parce qu'elle ne vous demande pas de faire davantage. Elle vous demande de regarder ce que vous avez passé des années à éviter. Et lorsque vous faites cela, quelque chose se produit, quelque chose de profond, de silencieux, de puissant, non pas une transformation spectaculaire venue de l'extérieur, mais un mouvement intérieur, lent et irréversible, qui commence à tout réorganiser. La façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous reliez aux autres, même la façon dont l'abondance circule ou ne circule pas dans votre existence. Mais la plupart des gens n'atteignent jamais ce point, parce qu'ils ont peur, peur de descendre, peur de regarder ce qui attend dans l'ombre, et être, sans même vous en rendre compte, cette peur a constitué votre plus grand obstacle jusqu'à aujourd'hui. Respirez un instant. Laissez cette question se poser en vous. Dès l'enfance, on nous apprend qu'il faut évoluer, s'améliorer, accomplir davantage. On dit que les bons livres, les bonnes habitudes, les pensées positives, les pratiques rigoureuses, tout cela vous conduira un jour vers la personne que vous avez toujours voulu devenir. Et d'une certaine manière, cela semble logique, cela semble même rassurant. En surface, cela fonctionne. Mais en réalité, beaucoup de personnes font exactement tout cela. Elles s'engagent, étudient, méditent, réfléchissent, cherchent. Et pourtant, elles sentent que quelque chose ne change pas vraiment. Quelque chose d'essentiel reste identique, intact, caché. C'est précisément cette énigme qui a occupé Carl Jung pendant toute sa vie. Il observait des personnes disciplinées, conscientes, engagées dans une thérapie sérieuse, dans des pratiques spirituelles exigeantes, des personnes qui écrivaient sur elles-mêmes, qui analysaient leurs schémas, qui comprenaient leurs blessures. Et malgré tous ces efforts, quelque chose d'étrange se produisait. À l'extérieur, cela ressemblait à du progrès. À l'intérieur, à de la stagnation. Une sensation silencieuse, presque impossible à nommer, que quelque chose d'essentiel restait immobile. Jung a compris que le problème n'était pas le manque d'efforts, ce n'était pas non plus le manque de connaissances. Le problème, c'était la direction. Les gens cherchaient à grandir en regardant uniquement vers le haut, toujours ajouter, toujours améliorer, toujours construire de nouvelles couches sur leur identité. Mais ce qui avait réellement besoin d'attention était enfoui bien plus profondément, ignoré, évité, caché, parfois même à leurs propres yeux. Et voici le point qui change tout. La véritable croissance ne se produit pas lorsque vous ajoutez davantage à votre vie. Elle se produit lorsque vous commencez à retirer, lorsque vous cessez de construire une version idéalisée de vous-même et que vous commencez réellement à regarder tout ce que vous avez passé votre vie à éviter, ce qui dérange, ce qui fait mal, ce que vous avez appris à cacher même à vous-même, car il existe une partie en vous, une partie réelle, vivante, qui a été mise de côté au fil du temps. Être parce que quelqu'un vous a dit que cette partie n'était pas acceptable. Être parce que vous avez appris que certaines émotions étaient dangereuses, honteuses ou trop lourdes à porter. Être parce que certaines vérités étaient trop difficiles à affronter à l'époque où elles se sont présentées. Et, sans vous en rendre compte, vous avez construit une identité fondée sur ce qui était approuvé, tout en enterrant le reste.
Mais ce reste ne disparaît pas. Il reste là, vivant, influençant vos choix, vos réactions, vos relations. Même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est comme essayer de maintenir une maison belle à l'extérieur, alors que sa structure intérieure est fragilisée. Peu importe combien vous la rénovez, combien vous la peignez, combien vous l'organisez, à un moment donné, les fissures commencent à apparaître. Arrêtez-vous un instant, pensez à une fissure que vous avez vue récemment dans votre propre vie. Elle était peu être là depuis longtemps. Jung a observé que les gens devenaient des experts pour fuir eux-mêmes. Pas de manière consciente, bien sûr, mais à travers des stratégies très bien construites. Ils cherchaient à se connaître. Oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Un point sûr, un point confortable. Dès que quelque chose de plus profond commençait à émerger, ils changeaient de sujet, rationalisaient, analysaient, tout, sauf ressentir. Et c'est là que se trouve la clé. Se comprendre soi-même ne suffit pas. Vous pouvez savoir exactement d'où viennent vos douleurs, vos schémas, vos peurs, et malgré tout rester prisonnier. Ce qui transforme réellement, ce n'est pas seulement comprendre, c'est ressentir, c'est affronter, c'est permettre à ce qui a été évité pendant si longtemps d'avoir enfin de l'espace. Mais cela fait peur, parce que regarder vraiment à l'intérieur signifie abandonner l'image que vous avez construite de vous-même. Cela signifie remettre en question qui vous pensez être. Cela signifie admettre que vous n'êtes pas seulement cette version maîtrisée, forte, acceptable, mais aussi quelqu'un avec de la colère, de l'insécurité, de la peur, de la fragilité. Et pour beaucoup, cela semble trop dangereux. Alors que fait la majorité? Elle continue de monter. Elle continue de chercher plus de connaissances, plus de techniques, plus de stratégies, sans jamais descendre, sans jamais regarder ce qui se trouve en bas. Et c'est pour cela que tant de personnes se sentent bloquées, même en faisant tout correctement. Parce que la véritable croissance ne se trouve pas dans ce que vous ajoutez. Elle se trouve dans ce que vous avez le courage d'affronter. Il existe une femme, cadre supérieur dans une entreprise de communication, 52 ans, élégante dans sa manière de s'exprimer, rigoureuse dans ses pratiques. Elle méditait chaque matin depuis 7 ans. Elle avait suivi 3 formations en développement personnel. Elle tenait un journal depuis des années. Ses collègues la voyaient comme quelqu'un d'accompli, de serein, de maîtrisé. Mais chaque dimanche soir, le même phénomène se reproduisait. Une tension dans la gorge, pas de la fatigue. Quelque chose de plus précis, comme si quelque chose voulait être dit et n'y parvenait pas. Elle rationalisait toujours. Elle se disait que c'était le stress du lundi, la pression du travail. Elle prenait une tisane, lisait quelques pages d'un livre de psychologie et allait se coucher. Pendant 2 ans, cette tension l'accompagna chaque dimanche. Certains soirs, elle se réveillait à 3 heures du matin avec la même sensation dans la gorge. Pas de douleur, juste cette présence, persistante, comme une main posée doucement sur sa trachée pour lui rappeler quelque chose qu'elle refusait d'entendre. Un dimanche soir différent des autres, elle ne prit pas de tisane. Elle s'assit dans le silence de son salon, posa la main sur sa gorge et se permit de poser la question qu'elle évitait depuis des années. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse ne vint pas en mots. Elle vint en larmes, soudaine, profonde, sans explication rationnelle immédiate. Et dans ces larmes se trouvait quelque chose qu'elle avait enfoui depuis l'adolescence. Sa voix, sa vraie voix, celle qui avait des opinions que l'on n'acceptait pas dans sa famille, celle qui avait des désirs que l'on jugeait inappropriés, celle qu'elle avait appris à taire pour être aimée. Elle ne quitta pas son travail ce soir-là, mais elle cessa de mentir à elle-même. 6 mois plus tard,
Ces réunions professionnelles avaient une qualité différente. Elle parlait avec moins de précaution. Elle posait des limites qu'elle n'avait jamais osé articuler. Et la tension du dimanche soir, elle avait presque complètement disparu. Ce que son corps portait depuis des années n'était pas un symptôme à traiter. C'était une vérité qui attendait d'être entendue. La partie de vous que vous avez rejetée porte, ironiquement, un pouvoir immense de transformation. Ce que vous avez caché, nié ou évité est précisément ce qui peut vous libérer. Mais tant que vous continuerez à fuir, vous continuerez à ressentir qu'il manque quelque chose, comme si vous étiez toujours proche de quelque chose de plus grand sans jamais y arriver. Et peut être, en cet instant précis, commencez-vous à reconnaître quelque chose. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de foi. C'est simplement que vous regardiez dans la mauvaise direction depuis le début. Avant de continuer, si ce contenu résonne déjà en vous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. J'ai le courage de regarder en moi et de transformer ma vie. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous le déclarez, quelque chose commence à s'aligner en vous. Et maintenant, continuons. Il existe un point très délicat dans ce parcours dont presque personne ne parle. C'est le moment où vous commencez à réaliser que vous n'évitez pas seulement des situations extérieures, vous évitez des parties de vous-même. Et cela se produit de manière si subtile, si automatique, que pendant longtemps, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous parlez de vos problèmes, vous analysez vos comportements, vous essayez de vous améliorer. Mais il y a toujours une limite invisible, un endroit précis où vous n'entrez tout simplement pas. Carl Jung a commencé à observer cela avec une grande clarté. Il voyait des personnes extrêmement intelligentes, conscientes, dotées d'une grande capacité de réflexion, des personnes capables d'expliquer leurs souffrances en détail, qui comprenaient leurs schémas, qui possédaient un vocabulaire émotionnel élaboré, qui avaient déjà suivi des thérapies, des formations, des pratiques spirituelles sérieuses. Et pourtant, rien ne changeait vraiment en profondeur, comme s'il existait une barrière silencieuse empêchant le véritable mouvement intérieur. Il a alors décidé d'observer quelque chose de différent. Au lieu de se concentrer sur ce que les gens disaient, il a commencé à prêter attention à ce qu'ils évitaient, les petits détours dans la conversation, les changements subtils d'expression, ce moment précis où une émotion surgissait, puis était rapidement remplacée par une analyse rationnelle, comme si ressentir était trop dangereux. Et c'est là qu'il a compris quelque chose de fondamental. Ces personnes n'évitaient pas la croissance. Elles évitaient le type de croissance qui transforme réellement. Elles construisaient des systèmes complets d'amélioration personnelle, des routines, des habitudes, des pratiques, des lectures. Tout était très bien organisé. Mais au fond, tout cela servait aussi de distraction sophistiquée. Une manière de rester en mouvement sans avoir à affronter ce qui devait réellement être vu. C'est comme si vous rénoviez les pièces les plus visibles de votre maison en les rendant belles, ordonnées, présentables, tandis que le sous-sol reste fermé, sombre, oublié. Et c'est là, dessous, que se trouvent les structures qui soutiennent tout. Mais personne ne veut y descendre, parce que descendre signifie affronter ce qui a été stocké, les émotions que vous avez appris à éviter, les vérités que vous n'avez pas voulu accepter, les parties de vous qui ne correspondent pas à l'image que vous avez soigneusement construite. Et c'est exactement ce que Jung appelait l'ombre, non pas comme quelque chose d'abstrait ou de lointain, mais comme quelque chose de vivant en vous. La somme de tout ce que vous avez décidé, à un moment de votre vie, ne pas pouvoir faire partie de qui vous êtes. Chaque émotion réprimée, chaque trait caché,
chaque pensée jugée inacceptable. Tout cela a été repoussé dans cet espace intérieur. Voici le point le plus important. L'ombre n'est pas l'opposé de ce que vous êtes. Elle fait partie de ce que vous êtes. Et l'ignorer ne la fait pas disparaître. En réalité, plus vous l'ignorez, plus elle influence votre vie, mais de manière indirecte, silencieuse, presque invisible. Elle apparaît dans vos réactions excessives, dans vos insécurités, dans vos jugements envers les autres, dans vos conflits répétitifs. Une personne qui n'accepte pas sa propre colère peut commencer à l'exprimer de manière passive-agressive, sans même s'en rendre compte. Une autre qui a réprimé ses besoins peut devenir contrôlante en croyant simplement prendre soin. Quelqu'un qui nie son égoïsme peut devenir une personne qui se sacrifie trop, mais qui au fond accumule du ressentiment. Vous voyez comment cela fonctionne? Vous n'éliminez pas ce que vous rejetez. Vous changez simplement la manière dont cela se manifeste. Faites une pause ici. Respirez lentement. Pensez à une réaction récente qui vous a semblé disproportionnée. Laissez la question rester ouverte, sans réponse immédiate. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'ombre se forme lorsque nous rejetons des parties de nous-mêmes pour correspondre à une image acceptable. Dans la vie quotidienne, cela apparaît lorsque vous ressentez une irritation intense face à quelqu'un dont le comportement reflète précisément ce que vous avez appris à taire en vous. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Que se passe-t-il concrètement lorsque vous cessez de fuir et commencez à regarder? Quel est le coût réel de cette descente et quelle transformation en devient possible? Ce processus demande du courage, parce qu'à un moment donné, vous devrez vous regarder sans les filtres que vous avez construits au fil des années. Vous devrez reconnaître que la version que vous montrez au monde n'est pas complète. Ce n'est qu'une partie soigneusement choisie, et cela peut créer de l'inconfort. Peut être même une certaine résistance, mais cet inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que vous vous approchez de quelque chose de vrai. Jung appelait ce processus l'individuation, un chemin où vous cessez d'être une version fragmentée de vous-même et commencez à devenir entier, non pas parfait, non pas idéal, mais complet. Et cela est très différent de ce que la plupart des gens recherchent. Le développement personnel traditionnel vous apprend à être davantage ce que vous valorisez déjà, plus positif, plus discipliné, plus confiant. L'individuation, elle, vous invite à regarder ce que vous avez évité d'être, ce que vous avez rejeté, ce qui vous fait honte ou peur d'admettre. Et cela change tout. En réalité, le processus d'individuation ressemble souvent à l'opposé de la croissance. Il ressemble à une perte, à de la confusion, parfois même à une sorte de rupture intérieure, parce que l'identité que vous avez construite commence à ne plus faire sens. Et cela fait peur, parce que d'une certaine manière, c'est comme si vous laissiez mourir la version de vous-même que vous avez passé des années à maintenir. Mais cette mort symbolique est nécessaire. C'est seulement ainsi que quelque chose de plus vrai peut émerger. Et voici un point que peu de gens ont le courage d'énoncer clairement. Grandir réellement a un coût, pas en argent, pas seulement en temps, mais en quelque chose de bien plus personnel, l'image que vous avez de vous-même. Vous devrez renoncer à certaines histoires que vous vous êtes racontées toute votre vie. Vous devrez admettre des choses que vous n'avez jamais voulu admettre. Vous devrez ressentir des émotions que vous avez évitées pendant des années. Et la plupart des gens préfèrent rester comme ils sont. Ils préfèrent maintenir l'illusion du contrôle, la sensation rassurante d'un progrès superficiel, plutôt que d'affronter cette transformation plus profonde. Maintenant, arrêtez-vous, posez les deux mains sur vos genoux
Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez lentement. Inspirez profondément par le nez. Retenez doucement pendant 3 secondes. Expirez par la bouche. Pensez à une émotion que vous n'avez jamais voulu admettre devant les autres. Elle n'a pas besoin d'avoir un nom précis. Sentez où elle se loge dans votre corps, un serrement dans la poitrine, une lourdeur dans les épaules, une chaleur dans le ventre. Ne tentez pas de l'analyser. Contentez-vous de la reconnaître, de lui dire silencieusement « Je sais que tu es là ». Respirez encore une fois, lentement, et revenez doucement ici. Ce que vous venez de faire, aussi bref que cela puisse sembler, est déjà le début de quelque chose d'essentiel. Ceux qui choisissent d'avancer malgré la peur commencent à percevoir quelque chose de différent dans leur quotidien. Ils cessent d'essayer de paraître forts en permanence et accèdent à une force réelle, née de l'honnêteté. Ils cessent de prétendre ne rien avoir besoin et commencent à construire des relations plus authentiques. Ils cessent d'accumuler des ressentiments cachés et commencent à s'exprimer avec une clarté qu'ils ne se connaissaient pas. Non pas parce qu'ils ont appris une nouvelle technique, mais parce qu'ils ont cessé de fuir eux-mêmes. Et cela change tout. Cela transforme la manière dont vous vous reliez aux autres. Cela modifie votre rapport à l'argent, aux opportunités, aux limites, aux peurs. Parce que lorsque vous commencez à vous voir vraiment, vous cessez de vivre en pilote automatique et vous commencez à vivre avec conscience. Il y avait un homme, professeur de philosophie dans une université provinciale, 58 ans, brillant dans l'analyse des textes, passionné par les grands systèmes de pensée. Ses étudiants l'admiraient pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité à démêler les concepts les plus complexes. À l'extérieur, il incarnait la maîtrise de soi. À l'intérieur, quelque chose d'autre se passait. Depuis des années, il ressentait une sourde irritation envers certains de ses collègues, ceux qui prenaient de la place lors des réunions, ceux qui exprimaient leurs émotions ouvertement, ceux qui semblaient à l'aise avec leur propre ambition. Il les critiquait intérieurement, les trouvait superficiels, présomptueux, sans profondeur, et cette irritation revenait avec une régularité qu'il ne s'expliquait pas, un nœud dans l'estomac, une contraction dans le dos, une fatigue particulière après ces rencontres, comme s'il avait dépensé une énergie considérable à résister à quelque chose. Un soir, après une longue journée, il se retrouva seul dans son bureau à relire des notes sur Jung qu'il avait préparées pour un cours. Il tomba sur une phrase qu'il connaissait depuis des années, mais qui, ce soir-là, l'atteignit différemment. Ce qui nous irrite chez les autres est souvent ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Il resta immobile un long moment. La contraction dans son dos s'intensifia légèrement, comme pour confirmer quelque chose. Puis, progressivement, une image émergea. Lui, adolescent, réprimandé par son père chaque fois qu'il exprimait une ambition trop visible, chaque fois qu'il prenait trop de place, chaque fois qu'il osait vouloir être vu. Il n'avait pas supprimé l'ambition, il l'avait simplement habillée d'un masque intellectuel. Et tout ce qu'il condamnait chez ses collègues, c'était précisément ce qu'il s'était interdit de devenir. Il ne changea pas du jour au lendemain, mais il commença à écrire, pas pour analyser, mais pour ressentir. 6 mois plus tard, il avait soumis sa première candidature pour un poste de direction, non pas parce qu'il voulait du pouvoir, mais parce qu'il avait enfin accepté qu'il voulait être vu. La projection n'avait pas disparu, elle avait simplement perdu sa force aveuglante. Ce que nous combattons le plus intensément chez les autres porte souvent l'empreinte de ce que nous avons le plus peur de reconnaître en nous-mêmes. Et lorsque ce processus commence réellement à se déployer, quelque chose de curieux se révèle dans la vie, surtout dans la manière dont vous vous reliez aux personnes autour de vous. Car, jusque-là, sans même vous en rendre compte, beaucoup de vos liens
ont été construits à partir de la version de vous que vous pensiez être la plus acceptable, la plus sûre, celle qui ne provoquerait pas de rejet, de conflit ou d'inconfort. Mais cette version, bien que fonctionnelle, n'était pas complète. Et tout ce qui naît de quelque chose d'incomplet finit, à un moment donné, par montrer des signes d'usure. Carl Jung a observé que l'ombre n'influence pas seulement la manière dont vous vous voyez. Elle déforme aussi profondément toutes vos relations. Cela se produit parce que ce que vous n'acceptez pas en vous-même, vous commencez inévitablement à le voir chez les autres. C'est un mécanisme presque automatique. La colère que vous refusez de reconnaître apparaît dans le comportement de quelqu'un de proche et vous dérange profondément. L'insécurité que vous essayez de cacher se transforme en jugement lorsque vous voyez quelqu'un exprimer sa fragilité. Ce que vous rejetez en vous, vous commencez à le combattre à l'extérieur. Et cela crée un cycle silencieux de conflits qui semble toujours venir des autres, mais qui ont en réalité des racines bien plus internes que vous ne l'imaginez. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous irrité face à des comportements qui, au fond, touchaient quelque chose de sensible en vous? Combien de fois avez-vous jugé des attitudes que, d'une certaine manière, vous avez déjà eues ou que vous auriez pu avoir? Ce type de réaction n'est pas un hasard. C'est un reflet, et tant que vous ne voyez pas cela, vous restez prisonnier de ce jeu de projection où chaque relation devient un miroir que vous évitez de regarder directement. Jung percevait cela avec une grande clarté chez ses patients. Des personnes constamment en conflit avec les autres, défendant leur position, critiquant les comportements d'autrui, mais qui, en regardant de plus près, faisaient face à des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne pouvaient pas reconnaître. C'était l'homme qui condamnait le manque d'honnêteté, sans être honnête avec lui-même sur ses véritables intentions. C'était la femme qui ne supportait pas la fragilité de son partenaire, tout en niant sa propre vulnérabilité. C'était le père qui s'irritait de l'égoïsme de son enfant, sans voir à quel point ses propres besoins non reconnus influençaient toute la dynamique familiale. Les conflits étaient réels, la douleur était réelle, mais l'origine n'était pas exactement là où elle semblait être. Nous avons exploré comment l'ombre se manifeste dans nos relations à travers le mécanisme de la projection, cette tendance inconsciente à combattre à l'extérieur ce que nous refusons de voir à l'intérieur. Dans la vie quotidienne, cela se révèle lorsqu'une même situation relationnelle se répète avec des personnes différentes, comme si le même conflit cherchait à être résolu à travers chaque nouvelle rencontre. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore examiné. Quel est le prix concret de cesser de projeter? Et qu'arrive-t-il aux relations que vous avez construites sur une version incomplète de vous-même? Lorsqu'une personne commence réellement à affronter sa propre ombre, le paysage relationnel commence à changer, pas de manière magique ni immédiate, mais en profondeur. Les projections perdent de leur force. Ce qui vous dérangeait intensément chez les autres commence à être compris autrement. Vous commencez à reconnaître en vous des parties qui étaient auparavant cachées, et cela génère une compréhension qui ne vient pas de la théorie, mais de l'expérience directe. Mais cette transformation entraîne des conséquences auxquelles peu de gens sont préparés, car, à mesure que vous cessez de jouer un rôle et commencez à vous montrer de façon plus authentique, certaines relations ne peuvent tout simplement pas suivre, et cela peut faire plus mal que n'importe quelle autre étape de ce processus. Les relations qui dépendaient de votre soumission commencent à se fragiliser lorsque vous apprenez à poser des limites. Les liens construits sur votre disponibilité constante entrent en tension lorsque vous commencez à reconnaître vos propres besoins. Les dynamiques familiales qui exigeaient que vous occupiez un rôle précis se désorganisent lorsque vous décidez de ne plus maintenir cette version de vous-même. Et soudain,
vous vous retrouvez face à un choix difficile. Continuez à être celui ou celle que vous avez toujours été pour préserver ces relations, ou être fidèle à vous-même et risquer d'en perdre certaines. C'est l'un des coups les plus silencieux de la véritable croissance, car il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de tout ce qui a été construit autour de la version que vous présentiez au monde. Et perdre cela fait mal. Cela fait mal parce que, même si ces relations n'étaient pas entièrement authentiques, elles étaient importantes. Elles faisaient partie de votre histoire. Elles apportaient du confort, un sentiment d'appartenance, de la familiarité. Y renoncer n'est pas simple. Beaucoup de personnes, arrivées à ce point, reculent. Elles préfèrent revenir à ce qui est connu, même si c'est limité, plutôt que de traverser ce moment de rupture. Elles préfèrent maintenir une harmonie superficielle, plutôt que d'affronter la solitude temporaire qui peut surgir lorsqu'on commence à s'affirmer avec authenticité. Mais ceux qui continuent commencent à percevoir quelque chose de différent. Les relations qui demeurent se transforment. Elles cessent d'être fondées sur des attentes silencieuses et commencent à se construire sur une présence réelle. Vous n'avez plus besoin de maintenir une image ni de correspondre à un rôle. Il n'y a plus de vérité, plus d'espace, plus de profondeur. Et peu à peu, de nouvelles connexions apparaissent. Des connexions qui ne dépendent pas de qui vous prétendez être, mais de qui vous êtes réellement. La quantité de vos relations peut diminuer, mais leur intensité et leur signification augmentent de façon considérable. C'est comme si votre vie sociale passait à travers un filtre naturel. Non pas un filtre que vous appliquez consciemment, mais un filtre qui se met en place comme conséquence de votre propre transformation. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne peuvent pas faire face à votre changement. D'autres se rapprochent parce qu'elles trouvent enfin en vous quelque chose de vrai. Et au milieu de tout cela, vous commencez à réaliser que être cela n'a jamais été une question de plaire, de s'adapter ou de s'intégrer. Être a-t-il toujours été question de vous reconnaître vous-même. Respirez doucement. Laissez cette idée se déposer en vous. Il existe une femme, architecte d'intérieur, 47 ans, qui avait passé toute sa vie à être la personne disponible, celle sur qui tout le monde pouvait compter. Dans sa famille, dans son couple, dans son cercle d'amis, elle organisait les réunions, elle écoutait les problèmes des autres, elle ajustait ses besoins pour ne jamais déranger. Et elle se disait que c'était sa nature, qu'elle aimait prendre soin, que cela lui convenait. Mais il y avait une pression constante derrière le sternum, pas de la douleur, quelque chose comme un poids léger, permanent, qui ne la quittait jamais vraiment. Elle dormait mal, elle se réveillait fatiguée, et malgré toute la gratitude que les autres lui exprimaient, elle ressentait un vide qu'elle ne pouvait pas nommer. Un soir, après avoir annulé pour la 3e fois consécutive un voyage qu'elle avait prévu pour elle-même, parce qu'un membre de sa famille avait eu besoin d'elle, elle s'assit dans sa voiture et se mit à pleurer. Pas de tristesse, quelque chose de plus profond, une sorte de deuil silencieux pour tous les moments qu'elle s'était refusée à elle-même. Pour la première fois, elle se posa la question autrement, non pas « qu'est-ce que les autres ont besoin de moi ?» mais « qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de ma propre vie ?» La pression derrière le sternum s'intensifia légèrement, comme si la question elle-même était presque douloureuse à poser. Elle entreprit un travail intérieur sérieux dans les mois qui suivirent. Pas pour devenir égoïste, pour cesser de fuir ce qu'elle ressentait. Progressivement, elle commença à dire non, doucement d'abord, puis avec plus de clarté. Certaines personnes de son entourage ne comprirent pas, quelques liens se fragilisèrent, mais d'autres, inattendus, se renforcèrent considérablement. 1 an plus tard, elle réalisa ce voyage qu'elle avait reporté tant de fois, seule.
Et pour la première fois depuis des années, le poids derrière le sternum n'était pas là. Ce n'est pas la disponibilité qui avait disparu, c'est l'obligation de se trahir soi-même pour la maintenir. Un autre point que Jung apportait, et qui va totalement à l'encontre de ce que la plupart des gens croient aujourd'hui, concerne le rythme de ce processus. Nous vivons à une époque où tout doit être rapide, efficace, immédiat, des résultats en quelques jours, des changements en quelques semaines, des transformations en quelques mois. Mais lorsqu'il s'agit de véritable croissance intérieure, cette logique ne fonctionne tout simplement pas. La psyché humaine ne suit pas de délai imposé de l'extérieur. Elle a son propre rythme, et tenter d'accélérer ce processus peut être aussi nocif que de l'ignorer, car il existe en vous des choses qui ne peuvent devenir accessibles que lorsque vous êtes réellement prêt à les accueillir. Forcer cette rencontre trop tôt peut générer davantage de résistance, de confusion et parfois plus de douleur. Jung comparait ce processus à la croissance d'une plante. Vous pouvez offrir les conditions idéales. Soins, attention, environnement adéquat. Mais vous ne pouvez pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Si vous le faites, vous détruisez ce que vous cherchiez à cultiver. Avec vous, ce n'est pas différent. Vous pouvez créer de l'espace pour vous connaître. Vous pouvez vous permettre de ressentir. Vous pouvez choisir de ne pas fuir. Mais le rythme de la transformation ne dépend pas seulement de votre volonté. Il dépend de votre capacité à soutenir ce qui émerge. Et cela demande de la patience. Une patience qui va souvent à l'encontre de tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Car la plupart des gens recherchent la croissance à partir d'un sentiment d'insuffisance. Ils veulent changer parce qu'ils croient ne pas être assez, qu'ils doivent devenir quelque chose de meilleur, de différent, de plus acceptable. Et cette énergie contamine le processus. Parce qu'au fond, vous essayez de fuir qui vous êtes au lieu de vous en rapprocher. Et c'est là que se trouve le piège. Utilisez la croissance comme une manière de se rejeter soi-même. Jung voyait cela comme le plus grand obstacle, car tant que vous essayez de devenir quelqu'un de différent, vous niez des parties importantes de ce que vous êtes déjà. Et sans cette acceptation initiale, aucune transformation véritable ne peut avoir lieu. Maintenant, faites une pause. Posez une main sur votre poitrine, l'autre sur vos genoux. Respirez lentement et profondément. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez doucement pendant 2 secondes. Expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Posez-vous cette question sans chercher à y répondre immédiatement. Est-ce que j'essaie de grandir parce que je m'accepte ou parce que je veux fuir ce que je suis? Laissez la question exister sans réponse forcée. Respirez encore une fois. Remarquez ce qui se passe dans votre corps. Une légèreté, une résistance, un soulagement inattendu. Ce que vous ressentez en ce moment est une information précieuse, pas un problème à résoudre, une vérité à écouter. Revenez doucement. La croissance réelle commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Lorsque vous regardez tout ce qui existe en vous, y compris ce qui dérange, et choisissez de ne pas fuir, sans justifier, sans cacher. Simplement reconnaître. Et, à partir de cette reconnaissance honnête, quelque chose commence à bouger naturellement, sans effort forcé, sans pression, sans le besoin de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, parce qu'au fond, tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer est déjà en vous. Il attend simplement que vous ayez le courage de regarder, et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à changer d'une manière qui ne dépend plus de l'effort, de la technique ou du contrôle. Car lorsque vous cessez de fuir et commencez réellement à vous permettre de voir tout ce qui existe en vous, une nouvelle relation à vous-même émerge. Elle n'est plus basée sur l'exigence, ni sur la comparaison.
ni sur ce sentiment constant que vous devez être meilleur pour mériter de vivre pleinement. C'est une relation plus honnête, plus stable, plus silencieuse, mais en même temps beaucoup plus puissante. Jung a consacré une grande partie de sa vie à observer ce qui se passait chez les personnes qui traversaient réellement ce processus jusqu'au bout. Et ce qu'il a découvert surprend beaucoup de gens. Ces personnes ne devenaient pas parfaites. Elles ne devenaient pas illuminées au sens idéalisé que beaucoup imaginent. Elles devenaient plus humaines, plus entières, plus capables de faire face à leur propre complexité sans avoir besoin de nier des parties d'elles-mêmes. Elles ne cessaient pas de ressentir de la colère. Mais la colère cessait d'être quelque chose d'inconscient, d'accumulé, de déformé. Elle devenait quelque chose de compris, accessible au bon moment, sans culpabilité ni excès. Elle ne cessait pas d'avoir peur. Mais la peur ne contrôlait plus leurs décisions. Elle ne cessait pas d'avoir des fragilités, mais elle n'avait plus besoin de les cacher pour se sentir acceptée. Et cela génère un type de liberté qui ne peut pas être construit de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'elle ne dépend ni de la validation, ni de l'approbation, ni de circonstances parfaites. Elle dépend d'une seule chose, la vérité. Et cette vérité commence à se refléter dans tous les domaines de la vie, y compris dans ce que beaucoup considèrent comme l'une des douleurs les plus silencieuses, la vie financière. Car peut-être ne vous êtes-vous jamais arrêté pour le remarquer, mais la manière dont vous vous reliez à l'argent est aussi profondément influencée par tout ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même. La peur de ne pas être suffisant, le sentiment de manque chronique, la culpabilité de prospérer, le besoin constant d'approbation. Tout cela ne surgit pas de nulle part. Ce sont des reflets intérieurs qui façonnent vos décisions extérieures. Lorsque vous ne vous sentez pas digne, même sans vous en rendre compte, vous vous sabotez. Lorsque vous portez des insécurités profondes non examinées, vous évitez les opportunités. Lorsque vous vivez en cherchant à prouver quelque chose aux autres, vous pouvez même réussir. Mais vous ressentez rarement la paix dans ce que vous avez construit. Et c'est pour cela que tant de personnes travaillent dur, luttent, s'efforcent, mais ne parviennent pas à maintenir une prospérité stable et sereine, parce qu'elles essaient de résoudre à l'extérieur ce qui n'a pas encore été aligné à l'intérieur. Mais lorsque vous commencez à intégrer vos différentes parts, lorsque vous cessez de nier ce que vous ressentez, lorsque vous vous permettez de reconnaître votre ombre sans jugement, quelque chose commence aussi à se réorganiser dans votre manière de percevoir la valeur, votre valeur personnelle, la valeur de votre travail, la valeur de ce que vous offrez au monde. Et peu à peu, cela se reflète dans des actions plus conscientes, des décisions plus alignées et par conséquent des résultats différents. Non pas parce que vous avez appris une nouvelle méthode, mais parce que vous avez cessé d'agir depuis un lieu de conflit intérieur. Respirez, sentez cela. Il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Lorsque vous cessez de résister à qui vous êtes, lorsque vous arrêtez de lutter contre certaines parties de vous, vous commencez à expérimenter une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix qui ne signifie pas l'absence de problème, mais l'absence de guerre intérieure. Et cela transforme complètement votre manière de vivre, car la douleur continue d'exister. Elle fait partie de la vie, mais la souffrance diminue, parce que vous cessez de créer de la résistance face à ce qui est déjà difficile. Vous cessez de nier, de fuir, de vous distraire en permanence. Vous commencez à ressentir, et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, libère. Cela vous ancre dans le présent. Cela vous reconnecte à ce que vous êtes vraiment. Cela dissout cette sensation constante d'être incomplet. Et c'est dans cet état que quelque chose de plus grand commence à se produire. Une clarté différente émerge. Les décisions deviennent plus simples. Les relations plus authentiques. Le chemin, autrefois confus,
commence à faire davantage de sens. Non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que vous avez cessé de fuir les questions, et peut être que la plus grande découverte de toutes est celle-ci. Ce que vous avez le plus évité au cours de votre vie n'a jamais été votre ennemi. C'était une partie de vous qui demandait à être reconnue. Le monstre qui semblait si effrayant lorsqu'il est enfin affronté se révèle simplement comme quelque chose d'oublié, de négligé, en attente d'attention. Et lorsque vous regardez vraiment, sans jugement, sans rejet, cette partie cesse de lutter contre vous. Elle commence à marcher avec vous. C'est à ce moment-là que quelque chose s'aligne profondément. Un sentiment de plénitude qui ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation. Une force qui ne vient pas de l'absence de faiblesse, mais de la capacité à vivre avec elle. Une paix qui ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Et c'est cela que Carl Jung a passé toute sa vie à tenter de montrer. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de complètement différent pour vivre une vie pleine. Vous avez simplement besoin de devenir entier. Tout ce que vous recherchez, la clarté, l'équilibre, la prospérité, la paix, tout cela existe déjà en potentiel en vous. Mais c'est fragmenté, divisé, caché entre les parties que vous avez acceptées et celles que vous avez rejetées. Et le chemin n'est pas de monter toujours plus haut à la recherche d'une version idéalisée. C'est de descendre, regarder, reconnaître, intégrer, car c'est dans ce mouvement que la véritable transformation se produit. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous commencez même progressivement à avancer dans cette direction, quelque chose en vous s'éveille, une conscience plus profonde, une présence plus stable, une connexion plus authentique avec la vie elle-même. À partir de là, vous ne vivez plus en essayant de vous conformer aux attentes. Vous commencez à vivre à partir de votre propre essence, sans avoir besoin de prouver, sans avoir besoin de fuir, sans avoir besoin de cacher, simplement en étant, et peut être, pour la première fois, en étant véritablement complet. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.